Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouveau cours magistral, on va parler de l'anatomie du cœur ainsi que du système vasculaire. Donc l'idée, c'est vraiment de faire l'appareil cardiovasculaire, dans ce cours magistral qui va durer une bonne heure, d'accord. Alors, si je voulais vraiment faire l'anatomie du cœur et tout ça, il me faudrait 80 heures de cours, juste pour vous imaginer que c'est vraiment un gros travail et que c'est vraiment une spécialité, d'accord. Donc vraiment, si je voulais être dans le détail dans le cœur, je ferais que je passe plusieurs dizaines d'heures, d'accord. L'objectif, c'est qu'en une heure, tu puisses vraiment maîtriser l'ensemble des éléments essentiels qu'il faut maîtriser pour la première santé notamment, d'accord. Et après, on ira bien sûr dans les détails au fur et à mesure des autres cours magistraux, mais c'est le but du jeu. Aujourd'hui, tu vas apprendre à situer le cœur, décrire les différentes enveloppes du cœur, notamment le péricarde. Ensuite, décrire les 4 cavités et les valves, la vascularisation coronaire, le tissu nodal et sa conduction. Alors là, on ira sur des petites précisions qui sont plus de l'ordre physiologique, mais on fera un cours magistral sur la physiologie du cœur un petit peu plus tard. Ensuite, distinguer la petite et la grande circulation. Ça, c'est pour la partie liée au cœur. Ensuite, on ira sur la partie liée, du coup, aux artères, aux vaisseaux, tout ça. Donc, ce sera distinguer les artères, les capillaires, les veines, alors différentes structures, les grands axes artériels, l'aorte et les branches, les grands axes veineux, les veines caves, le système porte. Un petit peu rapidement, je pourrais parler de ce que c'est un astomose, mais je pense qu'on n'ira pas dans le détail, ni le retour veineux. J'ai besoin de plus de temps pour vous parler de tout ça. Hey, toi qui regardes ce cours magistral en replay, sache que si tu veux rejoindre la Team Live, tu es la bienvenue tous les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis matin de 9h30 à 11h chaque semaine. Pour pouvoir participer en direct, poser tes questions, je t'invite à rejoindre la promo Nenti. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, pour ce, je te laisse tranquille avec le reste du cours magistral. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'adore le cœur. Vous pouvez voir d'ailleurs un de mes tout premiers dessins que j'ai fait en première santé sur le cœur. Je vous conseille vraiment en anatomie d'essayer d'un maximum de dessiner. Alors vous avez deux possibilités, soit le Grey's Anatomy en fiche, soit le Netter en fiche. Pour la première santé, je trouve que c'est intéressant, d'accord. Alors j'ai quand même préférence pour le Grey's Anatomy puisque c'est beaucoup plus visuel, donc ça rend plutôt un truc comme ça, tu vois, en termes de schéma. Plutôt que le Netter qui est beaucoup plus réaliste et plus intéressant pour les années supérieures, pour préparer l'internat notamment, d'accord. Donc moi je vous conseille plutôt le Grèce en fiche dans un premier temps. Mais ce n'est pas forcément obligatoire. N'achetez pas systématiquement des livres pour rien, d'accord. C'est vraiment si vous sentez que c'est fait pour vous, ça peut être vraiment utile. Mais si vous avez que 20 heures de cours d'anatomie dans l'année, franchement ça sert à rien du tout, d'accord. Alors le cœur, de quoi est-il constitué? Alors là on a une vue antérieure du cœur, d'accord, légèrement coupée, hein, d'accord. C'est une coupe un petit peu particulière, mais c'est intéressant pour pouvoir bien le visionner. Et donc, on va essayer d'aller dans le niveau circulation pour aussi vous le décrire. Donc, en fait, on va voir la veine cave inférieure qui est ici, d'accord. Ensuite, ce qui se passe, c'est que ça va se jeter dans l'oreillette droite. Oreillette droite, ok. Faites bien gaffe à ça. On appelle maintenant l'atrium droit, d'accord. Faites bien gaffe aussi au terme. Hein, l'atrium droit, c'est maintenant sa nouvelle nomenclature, mais on parle encore d'oreillette, bien sûr, encore aujourd'hui. Ensuite, ça va se jeter dans le ventricule droit et on a une sorte de valve qui s'appelle les valves tricuspides. Alors vous verrez que ces valves tricuspides comportent, comme son nom l'indique, 3 cuspides. Donc on verra peut-être un petit peu de détails sur ce que c'est ces valves, hein, comment ça marche. Ensuite, ça va se jeter directement dans l'artère pulmonaire, d'accord. Donc je dirais plutôt même le tronc pulmonaire via du coup la valve pulmonaire, hein, directement. Et après ça va aller dans les poumons. Jusque-là, on comprend le concept, hein, ça va dans les poumons. Tout ce qui est bleu, ça veut dire c'est désoxygéné. Le sang est désoxygéné, d'accord. C'est notre cœur droit. Ensuite, une fois que c'est dans les poumons, ça revient, et ça revient à travers 4 veines pulmonaires qu'on retrouve ici. Alors, on en a que 2, hein, visuels, là. Donc, on a 4 veines pulmonaires qui se jettent dans notre oreillette gauche, donc atrium gauche. Alors, on voit pas bien dans ce schéma, mais en réalité, il y a 4 petits trous, d'accord, pour dire que ça se jette dans l'oreillette gauche, d'accord. À partir de ce moment-là, on va passer dans le ventricule gauche, et là, on a cette valve mitrale, d'accord, une valve mitrale qui est une valve bicuspide. D'accord, petite précision au fur et à mesure. Hein. Et du coup, une fois que on a notre ventricule gauche qui est bien rempli, il va pouvoir pousser. Et là, on va aller passer dans l'aorte qui est la plus grosse artère de notre corps humain. D'accord. Je le décris d'un point de vue physiologique pour que vous puissiez mieux comprendre à la fois comment il fonctionne, puis en même temps sa description. D'accord. Alors, vous remarquez ici qu'on a des choses intéressantes. En fait, on va avoir un milieu, ça s'appelle le septum interventriculaire. D'accord. Et puis, on va avoir un système de muscles, parce qu'à un moment donné, il faut faire ce qu'on appelle la systole, c'est-à-dire le fait d'éjecter
du sang, et l'inverse, ce sera la diastole, le fait de remplir soit l'oreillette, soit les ventricules, d'accord? Mais ça, on verra plutôt en physiologie, toute cette partie de remplissage, d'accord? Donc si je fais un petit récap très simple, au niveau du cœur droit, on va avoir plutôt un sang pauvre en oxygène, c'est pour ça qu'on a des veines caves supérieures inférieures qui sont plutôt bleues, d'accord? Et puis même le tronc pulmonaire est un peu particulier parce que le tronc pulmonaire est plutôt violet, d'accord? J'expliquerai ça dans le cours sur du coup le poumon. Et puis on a le cœur gauche qui est plutôt sang riche en oxygène, c'est normal, hein, après avoir absorbé l'oxygène par les poumons, on a les veines pulmonaires qui vont venir donner un maximum de sang dans du coup la ventricule gauche, tout ça. Et puis ça va aller dans la aorte, là c'est extrêmement oxygéné, c'est normal. Et donc on a deux concepts que vous devez maîtriser le plus vite possible. On a la diastole, donc là pour vous c'est le phénomène de remplissage, vous remplissez les oreillettes puis ensuite les ventricules. Et puis vous avez la systole qui est le fait de contracter, donc d'éjecter le sang des ventricules vers l'aorte et l'artère pulmonaire notamment. Alors on parlera de diastole auriculaire, de diastole ventriculaire, de systole ventriculaire, de systole auriculaire, bref, etc., etc. Il y a différents types de mouvements où il y a des diastoles, des systoles qui se font. Il faut juste que vous compreniez que c'est fait de façon synchrone. Lorsque le cœur droit du coup fonctionne sous une forme de systole, et le cœur gauche aussi. En fait, c'est symétrique, d'accord, dans sa forme. On va aller voir la vascularisation du cœur, donc les artères coronaires. Les artères coronaires, en fait, c'est les artères qui nourrissent le muscle cardiaque, ce qu'on appelle le myocarde, d'accord? On va voir aussi après les différentes tuniques, on a le péricarde, le myocarde et l'endocarde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On verra après. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux artères coronaires. On a l'artère coronaire gauche et l'artère coronaire droite, d'accord? Et donc, on a une artère coronaire gauche qui est plus courte, qui se divise rapidement en deux petites branches. Donc, on a des tout petites artères que vous pouvez potentiellement apprendre, qu'on appelle l'interventriculaire antérieure, d'accord? IVA. Donc, ça descend dans le sillon interventriculaire antérieur jusqu'à l'apex. L'apex du cœur, c'est le morceau, c'est le bout, hein, okay, c'est le sommet, hein, pour faire simple. Hein. Et puis, on a aussi une artère circonflexe, d'accord, qui chemine dans le sillon atrioventriculaire gauche. Alors, quand je vous mets plein de mots comme ça, un peu techniques, peut-être que je vous perds, mais c'est pas grave parce que je vais en réexpliquer plusieurs fois. Donc, normalement, vous allez comprendre assez facilement. Hein, quand je parle d'atrioventriculaire, vous comprenez que atrio, c'est donc atrium, et ventriculaire, c'est ventricule. Donc, ça veut dire que c'est un sillon qui est ensemble. En ce qui concerne l'artère coronaire droite, elle est plus longue, elle chemine dans le sillon atrioventriculaire droit. Et du coup, on va avoir une branche du cône, donc ça irrigue la voie d'éjection du ventricule droit. On va avoir une branche marginale droite, donc ça irrigue la paroi latérale du ventricule droit. Et puis, on a la branche interventriculaire postérieure, voilà, on va retrouver ici. Et du coup, ça descend dans le sillon interventriculaire postérieur. Voilà, vous avez un peu l'anatomie comme ça d'un point de vue nourricier, d'accord, du cœur. On voyait bien, c'est assez sympathique à identifier. Hein, sous différentes formes, on essaie de bien comprendre. Là, on a la partie gauche, là, on a la partie droite. Vous remarquez bien que les artères coronaires sont des toutes petites artères. Et du coup, c'est intéressant pour certaines pathologies, hein, c'est-à-dire que du coup, elle peut vite se boucher. Alors, elle se bouche parce qu'elle peut avoir des plaques d'athérome notamment, elle peut avoir des caillots, etc. Ça peut s'agglomérer, tout ça. Ça provoque dans un premier temps ce qu'on appelle l'angor. Ça peut être un angor stable, un angor instable. Alors l'angor, ça veut dire c'est une douleur de poitrine, pour faire simple, d'accord. Et donc, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que comme ça fait mal, on a cette sensation vraiment de mourir, ok. Donc, on n'est pas loin de l'infarctus, d'accord. Donc, ça provoque l'angine de poitrine, ce qu'on appelle l'angor pectoris, hein, notamment, donc ça fait des douleurs thoraciques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on n'agit pas rapidement, ça peut dégénérer en infarctus du myocarde, notamment. Et donc là, l'infarctus du myocarde, c'est fatal, hein, il faut vraiment agir vite. On a 15 minutes pour agir, hein, concrètement. Donc si vous avez des douleurs thoraciques sur l'un des côtés, vraiment au niveau du cœur, et vous avez cette sensation de mourir, vous avez 15 minutes concrètement pour agir. C'est-à-dire que vous devez appeler rapidement le 18 ou n'importe quel numéro d'urgence et expliquer la situation avant que ça dégénère. Du coup, si jamais vous faites justement un angor, donc avec douleur thoracique, ou un infarctus du myocarde, ou une insuffisance cardiaque, ou des troubles du rythme, bref, il va falloir quand même faire des examens, notamment une coronaranographie, d'accord, pour visualiser les artères, et puis ensuite d'ailleurs on peut faire même des angios TDM coronaires, des techniques d'imagerie pour faire simple, hein, même des échocardiographies, d'accord, et les électrocardiogrammes, c'est hyper logique de faire ça, hein, pour détecter notamment les ischémies d'infarctus. On peut aussi parler d'effet Doppler et tout ça, bref, tout ça je le ferai dans un cours magistral, tout ce qui est lié aux examens si c'est nécessaire, d'accord. Et il faut bien comprendre que c'est pour ça que je pourrais en parler des heures, parce qu'il y a tellement de choses à dire rien que sur cette partie-là, d'accord. Pour information, tout ce que je vous mets là pendant les cours magistraux à chaque fois, vous le trouvez dans un guide que je mets en PDF à disposition dans l'amphithéâtre, directement dans le Corpus Dental. N'hésite pas à rejoindre la promo si c'est pas fait, d'accord. Alors on va un petit peu plus dans le détail. Cette fois, on va aller voir le tissu nodal. D'accord, le tissu nodal, en fait, c'est la partie électrique du cœur. C'est comment fonctionne notre cœur d'un point de vue électrique. Parce qu'en fait, vous avez bien compris, le cœur, il est automatique.
C'est pas vous qui dirigez le cœur. C'est pas vous qui dites, bah tiens, je vais accélérer ou diminuer le cœur. Non, c'est pas vous qui faites ça, c'est automatique, d'accord? Mais alors, comment tout ça fonctionne? Eh bah, c'est grâce notamment au tissu nodal. Alors, vous en avez plusieurs, donc je vais juste vous mettre 2-3 éléments tout de suite là maintenant en tête. Vous avez le nœud sinusal, d'accord? Donc c'est un rôle de pacemaker. Ok, peut-être vous avez déjà entendu ce terme-là de pacemaker. Hein. C'est le pacemaker, c'est une sorte de pile qu'on met à la place du cœur, enfin dans un morceau du cœur, en gros pour pouvoir faire la pile, parce qu'il y a un problème de conduction hein, pour les personnes qui sont malades notamment. Et du coup, bah, c'est une stratégie qui permet de continuer à faire l'automaticité du cœur. C'est pour ça qu'on l'appelle le rôle pacemaker. Ensuite, on a le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau de His, les branches droite et gauche et le réseau de Purkinje sont les gros 5 termes que vous devez connaître pour la partie tissu nodal, d'accord? Donc on va le revoir un petit peu en détail parce que vous allez voir c'est quand même assez technique. Donc pour faire simple, dans les 5 systèmes, on va déjà voir la localisation. Première chose, le nœud sinusal, il se trouve dans l'atrium droit. D'accord? Faites bien gaffe à ça. Et lui, il va permettre du coup faire la conduction de tout le reste. En fait, finalement, si tu comprends bien le système. Ensuite, on va avoir le nœud auriculo-ventriculaire qui va permettre de continuer la conduction. D'accord? Donc, dit auriculo-ventriculaire, ça veut dire que ça se situe directement entre les deux, hein, pour faire simple. Ensuite, on a le faisceau de His, alors c'est plutôt au niveau septum interventriculaire. Ensuite, on a les branches droite et gauche. Donc là, on va commencer en fait à diviser pour aller soit dans le ventricule gauche, soit dans le ventricule droit. Et puis, on a tout le réseau de Purkinje. Donc là, en fait, qui va aller vraiment dans toute la partie externe au niveau finalement de tout le muscle cardiaque. Ok. Donc, on comprend bien que finalement, c'est le nœud sinusal qui a vraiment une importance capitale. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le rôle de pacemaker parce que sans lui, finalement, rien fonctionne. Si en gros là, le numéro 1 il fonctionne pas, le reste ne fonctionne pas. C'est assez simple à comprendre, d'accord? Et c'est CQFD. Donc si par exemple je vais avoir une diminution de ma fréquence cardiaque, on appellera ça une bradycardie, d'accord? Donc en général c'est en dessous de 60 battements par minute. Et si je suis en tachycardie, ce sera au-dessus de 100 battements par minute en général. Alors comment tout ça fonctionne? Pourquoi en fait le cœur, à un moment donné, il va décider en fait d'augmenter sa fréquence cardiaque? Et ben notamment c'est pour absorber un maximum d'oxygène finalement pour les muscles. Donc il doit en fait pomper un maximum de sang pour pouvoir soutenir en fait le besoin en oxygène pour les muscles. Donc concrètement l'idée c'est simple, c'est que si on veut rentrer en bradycardie parce que justement on n'a pas besoin de faire d'efforts, hein, on n'a pas besoin d'apporter un maximum d'oxygène, ça va être médié par le système parasympathique, notamment l'acétylcholine comme neurotransmetteur. Et système sympathique, du coup, si jamais on fait du sport et qu'on veut apporter maximum d'oxygène, ce sera une tachycardie, et dans ce cas-là, ce sera lié à l'adrénaline, d'accord, comme neurotransmetteur. Donc, il faut bien comprendre ces deux systèmes-là, sympathique, parasympathique. Et ça, c'est médié grâce au nerf vague, notamment, mais je vous embête pas trop aujourd'hui avec ça. On fera un cours dédié sur tous les concepts de nerfs un peu plus tard dans d'autres cours magistraux, d'accord? On va quand même aller regarder un petit peu comment ça se passe en termes de chronologie dans la conduction. Au repos, bien sûr, parce que sinon vous allez rien comprendre si je vous mets déjà en mode sport. Mais l'idée, c'est comprendre les différents types d'ondes. Première chose, on a ce qu'on appelle une onde de dépolarisation des oreillettes, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'onde P. Donc, ça fait une sorte de petite courbe, là, tout simplement, d'accord? Ensuite, on va avoir une conduction, du coup, du nœud atrioventriculaire. Donc, il y a un petit délai, d'accord? Donc, il se passe rien pendant ce moment-là. Ensuite, on a une conduction dans le faisceau de His. Donc là, on a une sorte de petit système qui se met en place. Et puis, on va avoir un gros complexe. C'est celui-ci sur lequel on vous embête beaucoup en première année. C'est la conduction dans les branches droite et gauche avec le réseau de Purkinje. C'est le complexe QRS, d'accord? Donc en gros, ça fait de repolarisation, dépolarisation, repolarisation, etc. Et ensuite, on a repolarisation des ventricules avec une onde T, d'accord? Et donc tout ça, ça s'enchaîne et ça se fait de façon cyclique. J'espère que tu apprécies ce cours magistral. Si tu es plus loin dans cette matière, que tu te sens en difficulté, que tu es plus en profondeur ou que tu es en pleine maîtrise de l'anatomie générale, j'ai créé pour toi un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur l'anatomie générale qui comporte plus de 29 modules de cours. C'est hyper complet. Je rajoute de plus en mesure des semaines en plus de notions. Là, notamment, on travaille sur le module 11 avec le cœur et puis bien sûr le module 12 avec les vaisseaux, la circulation. Mais tu vois, il y a tellement de choses à dire. C'est tellement large l'anatomie. Concrètement, c'est composé de pas mal de choses, hein, des cartes mentales pour aller beaucoup plus loin sur certaines notions, des schémas hyper détaillés pour être dans la précision, pour apprendre vraiment étape par étape les éléments du cœur. Là, notamment, c'est les vaisseaux que je te montre. Et bien sûr, il y a des choses pratiques, il y a des choses à mémoriser, il y a des pièges classiques et bien sûr un lexique avec des flashcards, mais également des QCM pour approfondir avec bien sûr mise en avant les pièges et les détails. Et derrière, bien sûr, c'est un parcours certifié. Donc, l'idée, c'est que tu puisses obtenir ce badge circulation sanguine, par exemple. Et du coup, à force de cumuler des badges, ça te permettra, en réalisant des défis avec moi et en réussissant des examens,
correctement, d'obtenir une attestation de formation ainsi qu'un certificat de réussite. Voilà, ça permet surtout d'avoir une preuve de maîtrise pour ajouter dans ton dossier de passerelle ou dans ton CV pour plus tard. Si jamais, par exemple, la première santé, tu n'y arrives pas, en tout cas, tu peux toujours continuer à performer dans tes compétences. Voilà, donc tout ça est indiqué en description de cette vidéo. Je t'embête pas plus avec ça, je te laisse un cours magistral sur le cœur. Bon courage à toi! Alors du coup, je vous répète l'ordre de passage dans le sang dans le cœur, je vous l'ai déjà expliqué. En gros, on a les veines caves, qui est le sang pauvre en oxygène, ça passe dans l'oreillette droite, puis ensuite dans le ventricule droit, puis ensuite l'artère pulmonaire. Ça, c'est ce qu'on appelle la petite circulation, parce que ça va vers les poumons, d'accord? Ensuite, ça passe dans les poumons, on fait un échange gazeux, l'oxygène de l'air est gazeux, ça passe en mode liquide, d'accord? Du coup, on a un sang oxygéné. C'est grâce à l'hémoglobine qui va fixer l'oxygène. Ça passe dans les veines pulmonaires qui vont venir vers l'oreillette gauche, vers le ventricule gauche, puis l'aorte, puis après dans les organes, qui là ça va faire l'échange gazeux, ça va libérer l'oxygène, et ensuite l'hémoglobine va se charger finalement en CO2, carboxyhémoglobine. On fera aussi ça en biochimie, cours magistral sur toute la partie hémoglobine, tout ça. Et puis tout ça, c'est ce qu'on appelle la grande circulation, la partie systémique. Alors voyons dans un gros schéma, si on a compris, c'est bien de faire linéaire, et c'est bien aussi de le resituer sur le cœur, d'accord? Donc je répétoche, je préfère répéter plusieurs fois, comme ça vous avez compris. Veine cave supérieure inférieure, hop, c'est du sang désoxygéné, ça passe dans l'atrium droit, ensuite ventricule droit, ensuite ça va dans l'artère pulmonaire, donc l'artère pulmonaire qui se divise, ensuite ça va dans les poumons, ensuite ça revient, sang oxygéné, via les veines pulmonaires, oreillette gauche, ventricule gauche, aorte, et ensuite le système avec les organes, les muscles, et ensuite ça revient, rebelote, vous avez tout compris. Si tu as compris ça, déjà, d'un point de vue physiologique, c'est déjà très très bien, d'accord? C'est très très important que tu maîtrises ça le plus vite possible. On va un petit peu plus dans le détail pour comprendre finalement la petite circulation. En fait, on a le sang, je vous répète, il est pauvre en oxygène dans les veines caves supérieures inférieures, d'accord? Ça va arriver dans l'oreillette droite par les veines caves, et du coup, ça passe dans le ventricule droit. Le ventricule droit, toujours, c'est pauvre en oxygène. Ça va éjecter dans l'artère pulmonaire vers les poumons. Toujours désoxygéné. Au niveau des capillaires pulmonaires, on va libérer du coup le CO2 parce que c'est aussi ça qui donne la couleur bleue, c'est le fait que ça soit chargé en CO2. Et puis il va y avoir un transfert, ça va se charger finalement après en oxygène, et ce sang riche en oxygène va passer par les veines pulmonaires pour aller vers l'oreillette gauche. Donc on se retrouve de l'autre côté cette fois. Au niveau de la grande circulation, le sang est riche en oxygène dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires. On passe dans le ventricule gauche, ensuite on éjecte tout ça dans l'aorte, d'accord, qui est l'artère la plus grosse du système, je vous l'ai déjà expliqué. Il distribue ça dans tous les organes, par les artères, les artérioles. Et au niveau des capillaires, des tissus, on verra un petit peu après, tout ça j'ai fait un schéma, vous inquiétez pas. Il va céder l'oxygène, les nutriments, il va récupérer le CO2. Et puis le sang qui est pauvre en oxygène revient au cœur par les veines caves supérieures, inférieures, dans l'oreillette droite, et puis il rebelote, vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Alors faites bien gaffe, souvent je vois dans les QCM que vous mettez souvent que la petite circulation finalement c'est soit les artères coronaires, d'accord? En fait non, faut bien comprendre, c'est une différence technique. Les artères coronaires, c'est les artères qui nourrissent le myocarde, ok, pour qu'il fonctionne. C'est lui qui apporte l'oxygène au cœur. C'est vraiment, il nourrit le cœur. Vous comprenez ça, comme ça c'est important, d'accord? Alors que la petite circulation, on parle vraiment du fait d'avoir quelque chose qui est désoxygéné, qui va au niveau du poumon, d'accord, des poumons. Alors que la grande circulation, c'est systémique, d'accord, c'est vers les organes. Normalement, vous pouvez plus vous tromper. Concernant la situation du cœur, coche les bonnes propositions. Est-ce que le cœur se situe dans le médiastin moyen? Il se situe entre les deux poumons, il est placé entièrement à gauche de la ligne médiane, il repose sur le diaphragme, il se situe en avant du sternum. Effectivement, c'est bien ABD. Faut bien comprendre que le médiastin, pour faire simple dans un premier temps, je vous embête pas trop avec ça, c'est thoracique, d'accord? Pour votre tête, c'est thoracique. On a le médiastin supérieur, moyen et inférieur, d'accord? Donc faut bien comprendre à quel endroit il se situe. Et ça, j'aurai l'occasion de le réexpliquer dans plutôt le système respiratoire, parce que c'est plus facile à le situer à cet endroit-là. Il se situe entre les deux poumons, oui. Notre poumon droit est plus gros que le poumon gauche, puisque forcément on doit accueillir le cœur, c'est logique. Il est placé entièrement à gauche de la ligne médiane. Non, concrètement, seule la plus grande partie se projette à gauche, pas entièrement à gauche. On verrait qu'il n'est pas vraiment situé comme ça, mais sur le côté un petit peu, d'accord? Il repose sur le diaphragme, oui, effectivement, il se situe en avant du sternum. Alors, en avant, non, forcément, sinon ça passerait pas. Il est en arrière du sternum, c'est logique, d'accord? Sinon, on pourrait pas, on le verrait, visuellement, on le verrait. Non, il faut qu'il soit protégé par la cage thoracique, d'accord? Faites bien gaffe à ça. Question purement anatomique, concernant l'orientation générale du cœur, coche les propositions exactes.
La base est orientée en haut et en arrière. L'apex est dirigé en bas, en avant et à gauche. L'apex est principalement formé par le ventricule gauche. La base est principalement formée par le ventricule droit. Le cœur est globalement conique. Alors là, c'est typiquement ce genre de QCM que vous pouvez avoir à l'examen, d'accord? Donc, que des situations, des positions. Je vous renvoie au cours magistral sur les positions de référence, d'accord? Pour pas vous faire avoir. On propose ABCE. Bien joué. Effectivement, le cœur, la base est orientée en haut et en arrière. Donc, c'est une base qu'on dit postério-supérieure. D'accord? Ensuite, l'apex est dirigé en bas, en avant et à gauche. Oui, typiquement, c'est ça. Il est en bas, en avant et à gauche. En avant et à gauche. D'accord? Donc, en fait, faites une sorte de... Je prends mon stylo comme ça, faites une sorte de ligne droite comme ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à situer le cœur. Ok? L'apex est principalement formé par le ventricule gauche. Si on regarde bien le schéma, effectivement, c'est bien le ventricule gauche, une grande partie qui constitue l'apex. La base est principalement formée par le ventricule droit. Bah non, hein, non, c'est pas du tout ça. On parle de la base par l'oreille gauche, d'accord? La base. Ok, c'est celui qui est en avant. Le cœur est globalement conique. Oui, effectivement, on voit bien que c'est une forme conique. Concernant les faces du cœur, coche les propositions exactes. Donc c'est un autre type de QCM orienté sur les faces. Donc ça c'est un QCM piège. Vraiment, vous avez souvent ça. Vous faites tous avoir. Donc si je peux vous donner des pistes là tout de suite, franchement, c'est avec plaisir. La face sternocostale est antérieure, la face diaphragmatique est inférieure, la face pulmonaire gauche est surtout formée par le ventricule gauche. La face sternocostale est surtout formée par le ventricule droit. La face diaphragmatique est formée uniquement par l'oreillette droite. Alors effectivement, c'est bien ABCD. Alors la face sternocostale est antérieure, donc là ça veut dire que ça regarde vers le sternum et vers les côtes, d'accord? Donc c'est une face antérieure. La face diaphragmatique est inférieure, donc elle repose sur le diaphragme, c'est la face inférieure. La face pulmonaire gauche est surtout formée par le ventricule droit. Effectivement, elle regarde vers le poumon gauche, donc face gauche. La face sternocostale est surtout formée par le ventricule droit. Donc là, effectivement, le ventricule droit il est en avant. Et la face diaphragmatique est formée uniquement par l'oreille droite. Non, c'est surtout par rapport à la face ventriculaire, d'accord? Donc A, B, C, D. Alors en général là, j'ai deux profils. Soit j'ai des étudiants qui comprennent tout de suite comment on répond à ce QCM-là, soit j'ai des étudiants entièrement paumés. Vous me direz dans le commentaire seulement quel type d'étudiant vous êtes. Concrètement, pourquoi vous pouvez être en galère? Parce que il faut être extrêmement visuel, donc ça veut dire qu'il faut connaître les situations. Donc là, bien sûr, dans ce court-métrage, j'ai pas le temps de vous parler de ça, parce qu'il me faudrait plusieurs heures. Et vous allez avoir des profs en première santé en général qui vous font quelques heures sur les faces, machin, etc., les situations. Vous comprenez rien avec leur schéma quand ils les dessinent ou quand ils donnent des diapos, c'est normal, parce qu'il faut avoir un logiciel pour les situer. Moi, j'utilise Complete Anatomy, si vous voulez, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse, pour pouvoir l'obtenir. C'est pas cher pour un profil étudiant, vous avez une licence intéressante. Et par rapport justement à Complete Anatomy, j'ai fait des vidéos dédiées justement sur le cœur concernant tout ça là, tout ce que je suis en train de répondre. Je vous mets la playlist entière si vous voulez bien sûr voir ça en détail. Concernant les cavités cardiaques, coche les propositions exactes. Le cœur possède deux oreillettes de ventricules. Les oreillettes sont situées au-dessus des ventricules. Le cœur droit et le cœur gauche communiquent normalement librement. Les ventricules constituent les principales cavités d'éjection et les oreillettes ont une paroi plus épaisse que les ventricules. ABC. Ah, effectivement, il y a un petit truc à revoir. Le cœur, il possède bien deux oreillettes de ventricules, ça, il n'y a pas de fin technique normalement. Les oreillettes sont situées au-dessus des ventricules, effectivement, c'est bien au-dessus, pas de fin technique. Le cœur droit et le cœur gauche communiquent normalement librement. Les ventricules constituent les principales cavités d'éjection. Alors, faut faire gaffe parce que on peut éjecter aussi au niveau des oreillettes. Hein. Et puis moi je dirais que les oreillettes n'ont pas forcément une paroi plus épaisse que les ventricules. Hein. Normalement, c'est les ventricules qui ont une paroi beaucoup plus développée. C'est logique, quand on regarde le schéma, hein, typiquement on voit bien justement qu'il y a une épaisseur plus importante. Hein. Petite rectification, je dis une connerie là. Ça communique pas librement. Bien sûr, il y a le septum interventriculaire. Hein, entre les deux, ça communique pas directement. D'ailleurs, est-ce que vous savez, dites-le moi en commentaire, si vous savez comment ça s'appelle le fait qu'il y a une connexion entre les ventricules. Ça existe, hein, ce sont des pathologies. Concernant l'oreillette droite, coche les bonnes propositions. Elle reçoit la veine cave supérieure, elle reçoit la veine cave inférieure, elle reçoit le sinus coronaire. Elle se vide dans le ventricule droit, elle reçoit les veines pulmonaires. Effectivement, c'est ABCD. Je vous ai dit, hein, l'oreillette droite, c'est veine cave supérieure inférieure, d'accord? Ensuite, ça reçoit le sinus coronaire. Ça se vide dans le ventricule droit, logique. Et par contre, qui reçoit les veines pulmonaires, c'est l'oreille gauche, c'est l'autre. Concernant le ventricule droit, coche les bonnes propositions. Il reçoit le sang de l'oreille droite. Il éjecte le sang dans le tronc pulmonaire. Sa paroi est plus épaisse que celle du ventricule gauche. La valve pulmonaire se situe à sa sortie. Il envoie le sang directement dans l'aorte. A, B, C, D. Et ben, il va falloir revoir deux, trois trucs, on va regarder.
Concernant le ventricule droit, donc je me situe au niveau du ventricule droit, il reçoit le sang de l'oreille droite, ça pas de problème. Il éjecte le sang en trompe pulmonaire, ça c'est bon. Ça paraît plus épaisse que le ventricule gauche. Bah, ah oui, c'est cette histoire de est-ce que finalement ça serait pas plus épais que le ventricule gauche. Je regarde, hein. Vous trouvez que le ventricule droit il est plus épais que le ventricule gauche, rien d'un point de vue visuel? Moi j'ai l'impression que non, hein. Du coup je mettrai pas ça. Ok, c'est ça la réponse? Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est plus fin. Il suffit d'avoir visuellement la notion. La valve pulmonaire se situe à sa sortie. Donc j'ai le ventricule droit et bim, j'ai la valve pulmonaire, c'est bon. Et il envoie le sang directement dans l'aorte? Non, pas du tout. Donc du coup, je mettrai A, B, D, moi. Concernant l'oreille gauche, coche les propositions exactes. Ça reçoit les veines pulmonaires. Ça reçoit habituellement 4 veines pulmonaires. Elle se vide dans le ventricule gauche, elle reçoit les veines caves, elle contient normalement du sang oxygéné. A, B, C, E. Ok? Bien joué. Alors effectivement, l'oreille gauche, c'est bien, elle reçoit les veines pulmonaires. Donc les 4 veines pulmonaires. Elle se vide dans le ventricule gauche, logique. Elle reçoit pas les veines caves, hein, ça c'est l'oreille droite. Elle contient du sang oxygéné, pas de problème. Concernant le ventricule gauche, coche les propositions exactes. Il reçoit le sang de l'oreille gauche, il éjecte le sang dans l'aorte. Sa paroi est plus épaisse. La valve aortique se situe à sa sortie. Il propulse le sang vers le tronc pulmonaire. A, B, C, D. Ok. Effectivement, ça reçoit le sang de l'oreille gauche, il éjecte le sang dans l'aorte, pas de problème, via la valve aortique. Sa paroi est beaucoup plus épaisse, on l'a vu, la valve aortique se situe à sa sortie, bien c'est sûr, et ça propulse pas le sang vers le tronc pulmonaire, vers l'aorte. Donc du coup, vous avez compris, A, B, C, D. Ça, ce sont des QCM d'application immédiatement après avoir révisé le cours. Forcément, ça c'est beaucoup trop facile, vous aurez pas ça à l'examen, hein, typiquement. Concernant la coronaire droite, coche les propositions exactes. Elle chemine dans le sillon atrioventriculaire droit. Elle donne souvent une branche marginale droite. Elle vascularise surtout les cavités droites. Elle peut donner la branche interventriculaire postérieure. Elle vascularise toujours tout le ventricule gauche. A, B, C, D. Ok, c'est bon, vous avez compris. Donc c'est effectivement, elle chemine dans le sillon ventriculaire droit, vous avez compris. Elle donne souvent une branche marginale droite, elle vascularise surtout les cavités droites, elle peut donner la branche interventriculaire postérieure, parfait. Et bien sûr, elle vascularise pas le ventricule gauche, faites bien gaffe, hein. C'est un concept de territoire, c'est pas uniquement dédié à un ventricule. Concernant la vascularisation du tissu nodal, coche la bonne proposition. Le nœud sinusal est souvent vascularisé par la coronaire droite. Le nœud atrioventriculaire est souvent vascularisé par la coronaire droite. La vascularisation nodale est toujours identique chez tous les individus. Une atteinte coronaire peut provoquer des troubles de conduction. La circonflexe peut parfois vasculariser le nœud sinusal. A, B, D, E. Ok, c'est bon. Donc, le nœud sinusal est souvent vascularisé par la coronaire droite. Vous devez retenir. Le nœud atrioventriculaire est souvent vascularisé par la coronaire droite. La vascularisation nodale est toujours identique. Alors c'est pas identique, hein, la condition nodale. En fait, il y a des variabilités, d'accord, intra-individuelles et interindividuelles. Une atteinte coronaire peut provoquer des troubles de conduction, d'accord. Oui, ça c'est logique, hein, ça peut faire des arythmies cardiaques, des ischémies et tout, hein. La circonflexe peut parfois favoriser le nœud sinusal, effectivement, ça arrive, d'accord. Concernant le tissu nodal, coche les propositions exactes. Il produit et conduit l'activité électrique du cœur. Il est constitué uniquement de neurones. Il coordonne la contraction des cavités cardiaques. Il dépend obligatoirement d'un ordre nerveux pour démarrer et il comprend notamment les nœuds sinusales et atrioventriculaires. A, C, E. Ok. Effectivement. Donc le tissu nodal, il produit et conduit l'activité électrique du cœur, hein, le concept automatique, est uniquement constitué de neurones. J'en ai pas parlé, mais non, pas forcément. On a des tissus spécialisés, hein, les cellules myocardiques notamment, d'accord. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres types cellulaires. Je vous embête pas avec ça aujourd'hui. On fera ça en histologie, sur l'histologie du cœur, si vous voulez regarder. J'ai fait toute une playlist entière aussi là-dessus. Il coordonne la contraction des cavités cardiaques, effectivement. Il dépend obligatoirement d'un ordre nerveux pour démarrer. Non, je vous dis c'est automatique, c'est automatisme cardiaque, il a son propre système à lui, d'accord. Vous n'allez pas dire avec votre cerveau, tiens, je vais augmenter la vitesse du cœur. Non, c'est pas possible, d'accord. Il comprend notamment les nœuds sinusales et atrioventriculaires, oui, on l'a vu ensemble, d'accord. C'est deux nœuds essentiels. Concernant le nœud sinusal, coche les bonnes propositions. Il est le pacemaker physiologique du cœur, il se situe dans l'oreille droite, il déclenche la dépolarisation atriale, il se situe dans le septum interventriculaire, et sa fréquence spontanée est normalement la plus élevée. A, B, C, E. Ok, c'est très bien. Alors, le nœud sinusal, effectivement, il est pacemaker physiologique du cœur, on l'a dit. D'accord, il se situe dans l'oreille droite, il déclenche la dépolarisation atriale, je vous fais un cours dédié sur ce concept-là, vous inquiétez pas. Il se situe dans le septum interventriculaire, non, pas du tout. Et sa fréquence spontanée est normalement la plus élevée, effectivement, parce qu'on démarre par ça, il faut forcément que ça soit plus rapide au démarrage, d'accord. Il domine les autres pacemakers. Concernant la petite circulation, coche les propositions exactes. Elle relie le cœur droit au poumon. Elle commence dans le ventricule droit. Elle se termine dans l'oreille gauche. Elle distribue le sang à tous les organes. Elle permet les échanges gazeux.
A, B, C, E. Ok, c'est bon. Effectivement, la petite circulation, elle relie le cœur droit au poumon. Elle commence dans le ventricule droit. Elle se termine dans l'oreille gauche. Elle distribue le sang à tous les organes. Non, c'est la grande circulation. Elle permet les échanges gazeux. C'est vrai. Concernant la grande circulation, coche les propositions exactes. Elle commence dans le ventricule gauche, elle distribue le sang aux organes, elle se termine dans l'oreille droite, elle passe d'abord par les poumons, elle apporte l'oxygène et les nutriments au tissu. A, B, C, E. C'est calqué sur l'autre QCM, donc normalement vous pouvez pas vous tromper. Elle commence dans le ventricule gauche, effectivement, ça distribue le sang aux organes, ça se termine dans l'oreille droite, ça passe d'abord dans les poumons, non, c'est la petite circulation, elle apporte de l'oxygène et des nutriments au tissu, oui, ok. Ça, vraiment, c'est des QCM d'application, ça vous permet immédiatement, normalement, de retenir le cours, donc vous pouvez pas vous tromper. Revenons maintenant à la partie des vaisseaux et la circulation. Une fois qu'on a fait un petit peu le cœur, on va regarder un petit peu la partie vasculaire sur le reste. Hein. Donc on a compris le cœur, ça jusque-là, pas de problème, on va pouvoir maintenant aller un petit peu plus loin. On va commencer par les artères, ensuite on fera les veines. D'accord? Alors juste pour comprendre, c'est quoi les grandes différences entre une artère et une veine? Dans votre tête, les artères, ça transporte le sang du cœur vers les organes. D'accord? C'est ce que vous devez retenir. Les veines, ça transporte le sang des organes vers le cœur. Il existe une seule exception. Est-ce que vous êtes capable de me le dire en commentaire? Donc, je vous ai expliqué que les artères, c'était riche en oxygène, c'est pour ça que c'est rouge d'ailleurs, et les veines, c'est pauvre en oxygène, d'accord? Et c'est riche en CO2. Il y a une exception à cette règle, c'est l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire, je vous ai dit, elle est un peu violette, parce que elle a la caractéristique d'une artère, mais elle a du sang désoxygéné. Normalement, une artère, c'est du sang oxygéné. Piège classique de QCM, vous faites pas avoir, d'accord? Ça, c'est important de bien retenir ça. On va aller un petit peu dans le détail de artères, veines, tout ça. Alors pour cela, je vous ai fait un magnifique schéma du système artériel. Et donc, on va retravailler ça ensemble. Alors, on me dit souvent, est-ce qu'en première année, je dois connaître toutes les artères par cœur? Vous en avez énormément à connaître. Alors, vous devez connaître que les grands systèmes, d'accord? Les principales axes artériels. C'est ce que vous devez connaître, pas bien sûr les très grandes précisions. Donc là, je vous ai mis que ce qui est utile à retenir en première année. Alors pour le système artériel, ce que vous devez retenir dans un premier temps, c'est les artères de la tête et du cou. Alors ça, bien sûr, je vous conseille de regarder les vidéos à ce sujet que j'ai pu faire pour être plus dans le détail sur tout ça. Mais concrètement, je pourrais en parler des heures, c'est pas le but du jeu. Là, vous devez juste savoir que à partir de l'aorte, en fait, qui se situe ici, vous avez du coup une artère carotide commune qui va se mettre en évidence et qui va se subdiviser en une artère carotide externe et interne, d'accord? Une qui va plutôt irriguer le visage et le cou, et une autre qui va plutôt irriguer du coup la partie cerveau. Faites bien gaffe à ça. On va retrouver notamment donc la partie artère sous-clavière, et donc là ça va orienter toute la partie du membre supérieur, notamment artère axillaire, artère brachiale, artère radiale, artère ulnaire, les artères digitaux, etc. Alors, voilà, il y a plein de trucs à voir, mais voilà, il y a quelques éléments que vous devez retenir. Je mets pas ça en évidence pour le moment. Ensuite, vous avez l'autre partie, du coup, alors c'est la même stratégie, faites gaffe, il y a des noms qui divergent, puisque on n'est pas sur le même arc, mais ça, je vous encourage pas à aller dans le détail après. Donc on va avoir l'aorte ascendante. Donc l'aorte ascendante, c'est pour tout ce qui va être supérieur. Après, on parlera de l'aorte descendante, parce qu'on commence à aller vers le thorax, et abdominal quand on commence à descendre, d'accord? Donc au niveau de la crosse aortique, c'est là qu'on va avoir 3 divisions. D'accord? On les voit un petit peu ici, 1, 2, 3. Ensuite, on a l'aorte thoracique descendante, qui petit bout par petit bout va commencer à aller vers justement, on voit bien les reins là, donc ce qu'on appelle l'aorte abdominale, qui va commencer à distribuer des choses. D'accord? Ce que vous devez retenir, c'est qu'on a les 2 artères rénales, donc artère rénale gauche, artère rénale droite. Et puis ensuite, on va retrouver, alors je vous ai pas mis en évidence toutes les artères mésentériques, donc digestives, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Ensuite, on a les artères iliaques communes, d'accord? Dans les artères iliaques communes, on va trouver notamment l'artère fémorale, d'accord? Et là, vous voyez, j'espère que vous avez bien compris, mais là, il y a une énorme erreur sur le schéma, d'accord? Donc les artères mésentériques supérieures, artères rénales, tout ça, tout ce machin-là, normalement, les flèches, elles devraient être situées ici. Voilà. Juste pour vous dire, pour pas que vous soyez surpris. Et après, pour les membres inférieurs, par contre, effectivement, on a bien l'artère fémorale, l'artère iliaque externe, puis l'artère iliaque interne, etc. Puis après, ça se subdivise, je vous embête pas trop avec ça, puisqu'en fait, les subdivisions en première santé n'est pas intéressante. Ce que vous devez retenir, vous, c'est comment ça s'embranche au niveau de l'aorte, c'est-à-dire ce truc-là. Vous, en première année, on vous embête plutôt avec les embranchements de l'aorte. Donc, je répète, l'aorte et ses branches. On a l'aorte ascendante avec 3 branches, d'accord? Notamment les artères carotides. Ensuite, on va retrouver un petit peu en bas tout ce qui va se subdiviser pour aller sur les artères subclavières, etc. Puis ensuite, on a les artères intercostales, artères bronchiques, artères œsophagiennes, le tronc cœliaque, l'artère mésenterique, les artères rénales,
l'artère mésentérique inférieure, les artères iliaques communes droite et gauche. Bref, je vous renvoie à mes vidéos à ce sujet pour être dans la précision. Est-ce que vous savez quel genre de pathologie on peut avoir de façon classique avec l'aorte? Une pathologie importante, qui vous fait mourir en moins d'une minute. Alors, l'aorte, c'est l'artère la plus grosse de notre organisme, d'accord? Et petit rappel important, c'est qu'on a entre 5 et 6 litres de sang dans notre corps, d'accord? Et le cœur, en fait, il va pomper 5 à 6 litres de sang par minute. Ok? Ça veut dire qu'en gros, le sang se cycle tous les minutes. Ça, c'est intéressant de le comprendre. Et ce qui peut se passer au niveau de l'aorte, je prends un exemple de pathologie, c'est qu'on peut avoir une sorte de dilatation comme ça, et il revient pas à son état naturel, ce qu'on appelle un anévrisme, d'accord? Et du coup, l'anévrisme aortique, c'est fatal parce que si on a une rupture d'anévrisme, et concrètement, on meurt dans la minute. En fait, on va se liquéfier de l'intérieur, en fait, une hémorragie interne importante. Il y a vraiment aucun moyen de pouvoir survivre à ça. Parce que voilà, on touche la horte, il y a une pression tellement importante que du coup, en moins d'une minute, on perd tout notre sang. Alors, donc ça, c'est la rupture d'anévrisme. Alors très rapidement, au niveau de la structure d'une artère, je vous ferai ça plus en détail sur l'histologie par rapport à ça. Mais en gros, on a 3 tuniques. Une tunique externe qu'on appelle l'adventice, une tunique moyenne qu'on appelle le média et une tunique interne qu'on appelle l'intima. La tunique externe, c'est un tissu conjonctif qui protège en gros et nourrit le vaisseau. La tunique moyenne qu'on appelle le média, c'est un muscle lisse, d'accord, avec des fibres élastiques qui donc assurent forcément l'élasticité et la vasoconstriction ou la vasodilatation en fonction de ce qu'on a besoin. Et puis à l'intérieur, ce qu'on appelle l'intima, c'est l'endothélium, c'est la paroi intérieure, d'accord, interne, qui est totalement lisse et qui permet de diminuer les frottements et empêche notamment la coagulation, le fait que le sang se... Voyons maintenant le système veineux. Le système veineux, ça se ressemble un peu, mais il y a quand même quelques différences. Notamment, on a un concept de tronc en général, ce qu'on appelle le tronc brachocéliaque, d'accord, brachocéphalique. Donc du coup, on va avoir notamment les veines brachocéphaliques droite et gauche, les veines caves supérieures, les veines pulmonaires. Et donc ça, c'est lié au thorax, d'accord? Donc c'est la partie là. Pour tête et cou, ce que vous avez en général en tête, c'est la veine jugulaire, d'accord? On a aussi interne, externe. Donc faites bien gaffe, on parle pas de carotide à ce moment-là. On parle de jugulaire pour la veine, d'accord? Ça se situe vraiment d'un point de vue, strictement anatomique au même endroit. Ensuite, on a les veines sous-clavières, l'abdomen. Donc là, on regarde un petit peu de différence. On va retrouver les veines hépatiques, d'accord, qui vont aller au niveau de notre foie, d'accord, qui est médié notamment par la veine porte. Donc la veine porte, en gros, c'est très simple à comprendre, vous absorbez des nutriments, ce qui se passe, c'est que ça va dans votre estomac, puis ensuite dans l'intestin, et puis les nutriments sont absorbés par la veine porte, d'accord, pour aller dans le foie, et une première métabolisation à ce niveau-là, d'accord. Donc on a cette fameuse veine porte qui est pas située dans mon schéma, il faudra peut-être le retravailler. Et puis on a les grosses veines, là, c'est les veines caves inférieures, puis de l'autre côté, c'est la veine cave supérieure, voilà. Ensuite, on a d'autres types de veines, et puis des veines iliaques communes, et ça fait la même stratégie qu'avec les artères, d'accord. Concernant les artères, coche les propositions exactes. Elles transportent le sang du cœur vers les organes. Elles fonctionnent sous une pression relativement élevée. Leur paroi est généralement épaisse. Elles possèdent toutes des valvules. Elles transportent toujours du sang oxygéné. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement. Donc les artères, ça transporte le sang du cœur vers les organes. Elles fonctionnent sous une pression relativement élevée. Leur paroi est généralement épaisse, c'est bon, jusque-là ça va. Elles possèdent toutes des valvules. Non, ça, les valvules, en fait, je vous l'ai pas forcément dit, mais c'est caractéristique des veines. Je vous le montre rapidement. Concrètement, ici, ce qu'on a, je vous ai pas mis la structure, je vous le répète. Donc en gros, par rapport à l'artère, on a alors la même stratégie quasiment. On a un adventice avec une tunique externe, donc un tissu conjonctif qui protège la veine. On a un média, une tunique moyenne, donc avec pareil, muscles lisses, fibres élastiques, plus fines que celles des artères. C'est ça la grande différence. Et on a un intima, tunique interne avec un endothélium lisse. Et on a un concept un peu différent aussi, c'est qu'on a des valvules veineuses qui empêchent le reflux du sang. C'est logique. Lorsqu'on est debout, si jamais on n'avait pas ce genre de système-là, on aurait tout le temps le sang qui par la gravité irait vers le bas. Du coup, pour éviter ça, on a un système anti-retour. Donc les valvules permettent de faire remonter le sang vers le cœur. Voilà. D'où la caractéristique précise. Et les transports toujours du sang oxygéné, non, on a vu une exception. Les artères pulmonaires sont une exception. Concernant les veines, coche les propositions exactes. Elles ramènent le sang vers le cœur, la pression y est plus faible que dans les artères, leur lumière est souvent plus large, elles transportent toujours un sang pauvre en oxygène et certaines possèdent des valvules. A, B, C, E, ok. Très bien. Les veines, elles ramènent le sang vers le cœur. Parfait. La pression est plus faible que les artères, je l'ai dit tout à l'heure. Leur lumière est souvent plus large. Oui. Elles transportent toujours un sang pauvre en oxygène? Non. Par exemple, les veines pulmonaires sont une exception, d'accord? Ah oui, il y a aussi l'exception dans les veines.
Et certaines possèdent des valvules. Bah, effectivement, il y en a pas mal, hein, notamment pour faire un système anti-reflux. Hein, je l'ai expliqué juste avant, pour éviter que du coup le sang aille vers le bas. On essaye de faire remonter vers le cœur. Concernant la paroi des artères, la média est bien développée. Elle permet de résister à la pression. Elle est plus fine que celle des veines. Elle participe à la vasoconstriction et à la vasodilatation. Elle est constituée uniquement d'un endothélium. A, B, D. Ok, c'est très bien. La média est bien développée. Elle permet de résister à la pression. Parfait, vous avez compris le concept. Elle est plus fine que celle des veines. Alors effectivement, c'est l'inverse, on l'avait dit. Hein, les artères sont beaucoup plus épaisses. Elle participe à la vasoconstriction et la vasodilatation. Effectivement. Elle est constituée uniquement d'un endothélium. Nous, on a vu, il y a 3 tuniques, donc il faut bien maîtriser ça. Concernant l'origine et les portions de l'aorte, coche les bonnes propositions. L'aorte naît du ventricule gauche. Elle débute après la valve aortique. Elle comprend une portion ascendante. Elle se termine directement dans les artères fémorales. Elle transporte normalement un sang oxygéné. A, B, C, E. Effectivement, bien joué. Alors, elle naît du ventricule gauche, elle débute après la valve aortique, elle comprend une partie ascendante, elle se termine directement dans les artères fémorales. Non, elle se termine par les artères iliaques communes. D'accord? Elle transporte normalement du sang oxygéné, bien entendu, c'est pour ça qu'elle est bien rouge, bien vif, d'accord? C'est important de bien comprendre ça. Concernant l'aorte ascendante, coche les bonnes propositions. Elle naît à la base du ventricule gauche. Elle donne les artères coronaires, elle donne directement les artères rénales. Elle se poursuit par la crosse de l'aorte. Elle appartient à la circulation pulmonaire. ABD. Effectivement, bien joué. Donc elle naît à la base du ventricule gauche, elle donne des artères coronaires, elle donne pas les artères rénales directement parce que ça va être notre fameuse aorte abdominale qui va faire ça justement. Ensuite, elle se poursuit par la crosse d'aorte. Une fois que ça monte, c'est la crosse. D'accord? Dans la crosse, tu as 3 branches. Et elle appartient à la circulation pulmonaire, pas du tout la grande circulation, effectivement. Concernant le tronc brachiocéphalique, coche les propositions exactes. Donc, il est une branche de la crosse d'aorte. Il se divise en carotide commune droite et subclavière droite. Il donne la carotide commune gauche. Il participe à la vascularisation du membre supérieur droit et il participe à la vascularisation de la tête et du cou droit. Effectivement, c'est bien ça. Le tronc brachiocéphalique, du coup, c'est une branche de la crosse de l'aorte, ça fait partie d'une des 3. Il se divise après en artère commune, une carotide commune droite et subclavière droite, c'est vrai. Il donne la carotide commune gauche, il participe à la... Non, ça c'est faux, du coup, c'est l'inverse. Hein. Alors, il faut bien comprendre que celle-ci naît directement de la crosse, d'accord? Il faut bien gaffe à ça. Il participe à la vascularisation du membre supérieur droit et il participe à la vascularisation de la tête et du cou. Ça c'est bon, ok? Donc je vous conseille vraiment de vous entraîner avec des petits systèmes d'application au fur et à mesure que vous révisez, comme ça vous allez plus vite. Ok. Concernant la veine cave supérieure, coche les propositions exactes. Elle draine la partie supérieure du corps. Elle se jette dans l'oreille droite. Elle naît de l'union des 2 veines brachiocéphaliques. Elle draine directement les membres inférieurs. Elle reçoit la crosse de la veine azygos. J'en ai pas parlé de la veine azygos. Pareil, je pourrais en parler dans un autre cours si besoin. Faut tout ça. Si vous voulez des cours, il faut vraiment en max me donner un max de commentaires, un max de likes, un max de boosts sur les vidéos pour m'encourager à vous faire d'autres cours magistraux, d'accord? Voilà, c'est comme ça que vous pouvez m'encourager parce que tout ce que je vous fais, c'est gratuit. Je vous répète. Alors, A, B, C, E. Bien joué. Alors, elle draine la partie supérieure du corps, ça c'est vrai. Elle se jette dans l'oreille droite, oui. Elle naît de l'union des 2 veines brachiocéphaliques, ouais. Elle draine directement les membres inférieurs, non, c'est les membres supérieurs. Et elle reçoit la crosse de la veine azygos, effectivement. C'est une veine un petit peu particulière. Hein. Bon, on a vu pas mal de choses aujourd'hui sur l'appareil cardiovasculaire au final, mais vous voyez, c'est extrêmement large. Concrètement, là, j'ai survolé. Vraiment, j'ai survolé pour vous donner un maximum d'infos dans une première lecture, mais faut pas s'arrêter à ça, notamment l'anatomie, c'est très important. C'est pour ça que je vous ai créé un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur l'anatomie générale, qui vous permet bien sûr d'aller plus loin sur énormément de systèmes, d'appareils. Anatomie, c'est très précis. Et donc justement, je vous ai fait un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur l'anatomie générale, qui comporte énormément de schémas, de QCM, de flashcards, de pas mal de notions que tu puisses bien sûr maîtriser. C'est important pour le concours de première santé, mais également aussi pour le concours d'internat. Il faut savoir aussi que c'est un parcours certifiant, donc l'idée c'est que tu puisses réaliser des défis avec moi pour que tu puisses t'améliorer, aller plus vite. Hein. C'est vraiment un accompagnement derrière. Tu fais des examens et ça te permet notamment d'avoir attestation de réussite, certificat de formation. Bref, tout ça, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo. Et si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à me contacter. Hein, contact@tonprofnt.com. Moi, je suis très ravi de répondre à toutes tes questions à ce sujet. Moi, je te retrouve pour d'autres cours magistraux à ce sujet ou dans d'autres thématiques. N'hésite pas, bien sûr, à suivre l'affaire, à liker, à t'abonner, à booster la chaîne. Ça m'aide énormément pour le référencement. Je te dis à très vite. Ciao, 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 ciao.